Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir d'être avec vous cette nuit encore pour passer ce moment ensemble et continuer la lecture des caractères de La Bruyère. Alors exactement, le titre exact, c'est Les caractères ou les mœurs de ce siècle, qui a été écrit entre 1688 et 1696 jusqu'à la mort de La Bruyère. Et vous allez voir, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un ouvrage vraiment dense, touffu, éclectique, étonnant, qui regroupe vraiment des sujets assez variés. On a parlé des femmes, on a parlé du cœur de la société, des conversations. Ça traite aussi de monde, de mode, vous allez voir. Ça peut parler de cuisine, de l'homme en général, de la République, des grands, des tout petits. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, au moment de notre lecture, nous parlons, Jean de La Bruyère nous parle de la cour, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Et je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez Facebook pour la page officielle de l'émission, et vous avez également nos comptes Twitter, oui, les comptes des lecteurs et des lectrices. Pour ma part, j'y suis et j'essaie de répondre quand le temps me le permet. Et vous avez ce petit hashtag VBN, Voyage au bout de la nuit, pour pouvoir participer avec nous. Voilà. Et je vous rappelle, pour ceux qui nous laissent des commentaires, qu'on les suit et qu'on les entend et qu'on fait toujours au mieux. Et j'ai bien pris note de vos suggestions de costumes et de déguisements. Et je vous promets que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Pour l'instant, les lectures ne m'ont pas encore permis de pouvoir me costumer. Mais ça va venir. J'ai déjà des petites idées en tête. Voilà, merci pour vos suggestions. Donc, je reprends tout de suite là où je me suis arrêtée, c'est-à-dire au paragraphe 19, puisque les thèmes abordés par La Bruyère se découpent en plusieurs petits paragraphes. Alors, il y en a qui sont plus longs que d'autres. C'est assez inégal, hein. Il y a pour certains, c'est vraiment une ou deux phrases. C'est vraiment des petites réflexions. Et puis, pour l'autre, il y a quand même un vrai sujet d'analyse derrière. Et comme je vous le disais, on parle de la cour et je reprends tout de suite. Numéro 19. Ne croirait-on pas de Simon et de Clitandre qu'ils sont seuls chargés des détails de tout l'État et que seuls aussi ils en doivent répondre? L'un a du moins les affaires de terre et l'autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l'empressement, l'inquiétude, la curiosité, l'activité, saurait peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés. Qui même les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d'aucun endroit et ne vont nulle part. Ils passent et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous démonteriez leur machine. Et ne leur faites pas de questions, ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu'ils n'ont nul à faire, qu'ils peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les amener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui entourent le prince, mais ils l'annoncent et le précèdent. Ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans. Tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est d'être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans être acquittés d'un emploi si sérieux et si utile à la République. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l'on ne peut ignorer. Il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s'avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qui croit leur convenir, un peu entreprenants, légers et précipités. Le dirais-je? Ils portent au vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés de s'y voir assis. Et c'est une grande simplicité que d'apporter à la cour la moindre roture et de n'y être que gentilhomme. Il n'y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune. Je m'étonne qu'il ose se montrer. Celui qui voit l'un loin derrière soi, un homme de son temps et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois,
S'il croit avoir une raison solide d'être prévenu de son propre mérite et de s'estimer davantage que cet autre, qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce qu'avant sa faveur, il pensait de soi-même et de ceux qu'il avait devancés. C'est beaucoup de tirer de notre ami, si, ayant monté à une grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance. Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous dans le public et qui, au lever ou à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre. Il n'y a qu'un petit homme de courtisans, oui, qui par grandeur ou par une confiance qu'ils ont d'eux-mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de grands établissements. Vient-on de placer quelqu'un dans un nouveau poste, c'est un débordement de louanges en sa faveur, qui inonde les cours et la chapelle, qui gagne l'escalier, les salles, la galerie, tout l'appartement. On en a au-dessus des yeux, on n'y tient pas. Il n'y en a pas deux voix différentes sur ce personnage. L'envie, la jalousie parlent comme l'adulation. Tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui les force de dire d'un homme ce qu'ils en pensent, ou ce qu'ils n'en pensent pas, comme de louer si souvent celui qu'ils ne connaissent point. L'homme d'esprit, de mérite ou de valeur, devient en un instant un génie du premier ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes les peintures que l'on fait de lui, qu'il paraît difforme près de ses portraits. Il lui est impossible d'arriver jamais jusqu'où la bassesse et la complaisance viennent de le porter. Il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste où on l'avait mis ? Tout le monde passe facilement à un autre avis. En est-il entièrement déchu ? Les machines qu'il avait guindées si haut par l'applaudissement et les éloges sont encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mépris. Je veux dire qu'il n'y en a point qu'il dédaigne mieux, qui le blâme plus aigrement et qui en disent plus de mal que ceux qui s'étaient comme dévoués à la fureur d'en dire du bien. 33. Je crois pouvoir dire qu'un poste éminent et délicat, qu'on y monte plus aisément, qu'on ne s'y conserve. L'on voit des hommes tomber d'une haute fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. Il y a dans les cours deux manières de ce qu'on appelle congédier son monde ou se défaire des gens. Se fâcher contre eux ou faire si bien qu'ils se fâchent contre vous et s'en dégoûtent. L'on dit à la cour du bien de quelqu'un pour deux raisons. La première, afin qu'il apprenne que nous disons du bien de lui. La seconde, afin qu'il en dise de nous. Il est aussi dangereux à la cour de faire des avances, qu'il est embarrassant de ne les point faire. Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage d'un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils demandent qui est cet homme, mais ce n'est ni Rousseau, ni un Fabry, ni la couture. Ils pourraient le méconnaître. L'on me dit tant de mal de cet homme, et j'y en vois si peu, que je commence à soupçonner qu'il y ait un mérite important qui éteigne celui des autres. 40. Vous êtes homme de bien. Vous ne songez ni à plaire, ni à déplaire aux favoris. Uniquement attaché à votre maître et à votre devoir. Vous êtes perdu. On cherche, on s'empresse, on brigue, on se tourmente, on demande, on est refusé, on demande et on obtient. Mais, dit-on sans l'avoir demandé, et dans le temps que l'on n'y pensait pas, et que l'on songeait même à toute autre chose. Eh oui, vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe personne. 1000 gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu'à ce qu'ils y meurent, sans rien avoir. Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres, même les mieux intentionnés. Mais l'usage en est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre. Il y a des temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés par d'autres. Honneur, vertu, conscience, qualité toujours respectable, souvent inutile. Que voulez-vous, quelquefois, que l'on fasse d'un homme de bien ? Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle. Lorsque la même place à une assemblée ou à un spectacle dont il est diffusé,
il la revoit accordée à un homme qui n'a point d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre, ni d'esprit pour connaître et pour juger, qui n'est recommandable que par de certaines livrées, que même il ne porte plus. Un noble, s'il vit chez lui dans sa province, il vit libre, mais sans appui. S'il vit à la cour, s'il est protégé, mais il est esclave, cela se compense. Qui est plus esclave qu'un courtisan assidu, si ce n'est un courtisan plus assidu? L'esclave n'a qu'un maître, l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles à sa fortune. 1000 gens à peine connus font la foule levée pour être vus du prince, qui n'en saurait voir 1000 à la fois. Et s'il ne voit aujourd'hui que ceux qu'il vit hier et qu'il verra demain, combien de malheureux! Avec 5 ou 6 termes de l'art et rien de plus, l'on se donne pour connaisseur en musique, en tableau, en bâtiment et en bonne chère. L'on croit avoir plus de plaisir qu'un autre à entendre, à voir et à manger. L'on impose à ses semblables et l'on se trompe soi-même. La cour n'est jamais dénuée d'un certain nombre de gens en qui l'usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu d'esprit et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir, ils se tirent de la conversation et ne s'y mêlant point, ils plaisent à force de se taire et se rendent importants par un silence longtemps soutenu, ou tout au plus, par quelques monosyllabes. Ils payent de mine, d'une inflexion de voix, d'un geste et d'un sourire. Ils n'ont pas, si je l'ose dire, 2 pouces de profondeur. Si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf. Un homme qui a vécu dans l'intrigue un certain temps ne peut plus s'en passer. Toute autre vie pour lui est languissante. Il faut avoir de l'esprit pour être homme de cabale. L'on peut cependant en avoir un certain point, que l'on est au-dessus de l'intrigue et de la cabale, et que l'on ne saurait s'y assujettir. L'on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par d'autres chemins. Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une probité à toute épreuve et un mérite très accompli. N'appréhendez pas, ô Aristide, de tomber à la cour et de perdre la faveur des grands pendant tout le temps qu'ils auront besoin de vous. L'on contemple dans les cours de certaines gens, et l'on voit bien à leur discours et à toute leur conduite qu'ils ne songent ni à leur grand-père, ni à leur petit-fils. Le présent est pour eux, ils n'en jouissent pas, ils en abusent. La faveur met l'homme au-dessus de ses égaux, et sa chute au-dessous. Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement ou à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande fortune, se délivre en un moment de bien des peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien des crimes. Qui a vu la cour a vu le monde, ce qui est le plus beau, le plus spécieux et le plus orné. Qui méprise la cour après l'avoir vue, méprise le monde. La ville dégoûte de la province, la cour détrompe de la ville et guérit de la cour. Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite. Et on va entamer un nouveau thème. Donc comme je vous le disais, on traite un peu de tout. Donc après la cour, de la Bruyère a voulu traiter des grands. Voilà, des grands de ce monde. Ce qui fait sens vu qu'on vient de parler de la cour. Voilà. Premier paragraphe. La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, et l'entêtement pour leurs gestes, leur visage, leur ton de voix et leur manière si générale, que s'il s'avisait d'être bon, cela irait à l'idolâtrie. L'avantage des grands sur les autres hommes est immense par endroits. Je leur cède leur bonne chère, leurs riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs, mais je leur envie le bonheur d'avoir à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l'esprit, et qui les passent quelquefois. Les grands se piquent d'ouvrir une allée dans une forêt, de soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des plafonds, de faire venir 10 pouces d'eau, de meubler une orangerie, mais de rendre un cœur content,
de combler une âme de joie, de prévenir d'extrêmes besoins ou d'y remédier, leur curiosité ne s'étend point jusque-là. On demande si en comparant ensemble les différentes conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on y remarquerait par un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal qui établirait entre elles l'égalité ou qui ferait du moins que l'un ne serait guère plus désirable que l'autre. Celui qui est puissant, riche et à qui il ne manque rien peut former cette question. Mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide. Il ne laisse pas d'y voir comme un charme attaché à chacune des différentes conditions et qui y demeure jusqu'à ce que la misère leur en ait ôté. Ainsi, les grands se plaisent dans l'excès et les petits aiment la modération. Ceux-là ont le goût de dominer et de commander. Et ceux-ci se sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à leur obéir. Les grands sont entourés, salués et respectés. Les petits entourent, saluent, se prosternent. Et tous sont contents. Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leurs conditions les dispensent si fort de tenir les belles promesses qu'ils vous ont faites, que c'est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement. 7. Il est vieux et usé, dit un grand. Il s'est crevé à me suivre. Qu'en faire? Un autre, plus jeune, enlève ses espérances et obtient le poste qu'on ne refuse à ce malheureux que parce qu'il l'a trop mérité. Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s'en plaindre. Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot ou quelques autres la faveur des grands? Les grands dédaignent les gens d'esprit qui n'ont que de l'esprit. Les gens d'esprit méprisent les grands qui n'ont que de la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et les autres, qui ont ou de la grandeur ou de l'esprit, sans nulle vertu. Quand je vois d'une part auprès des grands, à leur table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, et que je considère d'autre part quelle peine ont les personnes de mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposée à croire que les méchants soient soufferts par intérêt, ou que les gens de bien soient regardés comme inutiles. Je trouve plus mon compte à me confirmer dans cette pensée que grandeur et discernement sont deux choses différentes, et l'amour pour la vertu, et pour les vertueux, une troisième chose. Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques grands que d'être réduit à vivre familièrement avec ses égaux. La règle de voir de plus grand que soi doit avoir ses restrictions. Il faut quelquefois d'étranges talents pour la réduire en pratique. Une froideur ou une invincibilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous les fait haïr, mais en salut ou en sourire, nous les réconcilie. Il y a des hommes superbes que l'élévation de leurs rivaux humilie et apprivoise. Ils en viennent par cette disgrâce jusqu'à rendre le salut. Mais le temps, qui adoucit toute chose, les remet enfin dans leur naturel. Il y en a de tels que s'ils pouvaient connaître leurs subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer. C'est déjà trop d'avoir avec le peuple une même religion et un même Dieu. Quel moyen encore de s'appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Évitons d'avoir rien de commun avec la multitude. Affectons au contraire toutes les distinctions qui nous séparent. Qu'elles s'apprivoisent, les 12 apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs. Qu'elles voient avec plaisir revenir, toutes les années, ce jour particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres, grands, ayons recours aux noms profanes. Faisons-nous rebaptiser sous ceux d'Hannibal, de César et de Pompée. C'étaient de grands hommes, sous celui de Lucrèce. C'était une illustre romaine, sous ceux de Renaud, de Roger, d'Olivier et de Tancrède. C'étaient des palatins, et le roman n'a point de héros plus merveilleux, sous ceux d'Hector, d'Achille, d'Hercule. Tous demi-dieux, sous ceux même de Phébus et de Diane, et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis. Et si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposés, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire, et les autres
sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal. Un grand ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux. L'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses qui sont utiles, l'autre y joint les pernicieuses. Ici se cache une sève maligne et corrompue sous l'écorce de la politesse. Le peuple n'a guère d'esprit. Et les grands n'ont point d'âme. Celui-là a un bon fond, il n'a point de dehors. Celui-ci n'ont que des dehors et qu'une simple superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas, je veux être le peuple. Le Suisse, le valet de chambre, l'homme de livrée, s'ils n'ont plus d'esprit que ne portent leurs conditions, ne jugent plus d'eux-mêmes par leur première bassesse, mais par l'élévation et la fortune des gens qu'ils servent, et mettent tout ce qui entre par la porte et montent leur escalier indifféremment au-dessous d'eux et de leur maître. Tant il est vrai qu'on est destiné à souffrir des grands et de ce qui leur appartient. Un homme en place doit aimer son prince, sa femme et ses enfants, et après eux les gens d'esprit. Il les doit adopter, il doit s'en fournir et n'en jamais manquer. Il ne saurait payer. Je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours et les services qu'il en tire, même sans le savoir. Quel petit bruit ne se dissipe-t-il pas? Quelles histoires ne réduisent-ils pas à fables et à fictions? Ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes intentions, prouver la bonté d'un dessein et la justesse des mesures par le bonheur des événements, s'élever contre la malignité et l'envie pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs, donner des explications favorables à des apparences qui étaient mauvaises, détourner les petits défauts, ne montrer que les vertus et les mettre dans leur jour, semer en 1000 occasions des faits et des détails qui soient avantageux, et tourner le riz et la moquerie contre ceux qui oseraient en douter ou avancer des faits contraires. Je sais que les grands ont pour maxime de laisser parler et de continuer d'agir. Mais je sais aussi qu'il leur arrive en plusieurs rencontres que laisser dire les empêche de faire. Sentir le mérite et quand il est une fois connu, le bien traiter. Deux grandes démarches à faire, tout de suite, et dont la plupart des grands sont fort incapables. Tu es grand, tu es puissant. Ce n'est pas assez. Fais que je t'estime, afin que je sois triste d'être déchu de tes bonnes grâces, ou de n'avoir pu les acquérir. S'il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il est encore davantage de s'y trouver complice d'un grand. Il s'en tire et vous laisse payer doublement pour lui et pour vous. Le prince n'a point assez de toute sa fortune pour payer une basse complaisance. Si l'on en juge par tout ce que celui qu'il veut récompenser y a mis du sien, et il n'a pas trop de toute sa puissance pour le punir. Il mesure sa vengeance au tort qu'il en a reçu. La noblesse expose sa vie pour le salut de l'État et pour la gloire du souverain. Le magistrat décharge le prince d'une partie du soin de juger les peuples. Voilà, de part et d'autre, des fonctions bien sublimes et d'une merveilleuse utilité. Les hommes ne sont guère capables de plus grandes choses, et je ne sais d'où la robe et l'épée ont puisé de quoi se mépriser réciproquement. Et on va s'arrêter là, c'est d'ailleurs pratiquement la fin de ce chapitre sur les grands. Je vous remercie d'avoir été fidèle à l'émission comme chaque fois. Je vous invite évidemment à revoir les replays si vous avez manqué le début ou si vous n'avez pas eu le temps de voir les émissions dans leur totalité. Je vous invite également à participer au forum et aux réseaux sociaux. Voilà, nous sommes présents et cette émission, comme je vous le rappelle, est la vôtre. Merci en tout cas. Je vous souhaite une très belle nuit si vous allez vous coucher, une très bonne journée si vous venez de vous lever et bon courage si vous partez travailler. Voilà, merci d'avoir été fidèle à l'émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture. C'était Voyage au bout de la nuit. Salut!